Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à l'entre-deux tours des régionales actuellement. On a eu tout de même un premier tour qui nous a réservé, on va dire, des surprises, avec un raz-de-marée du Front National. Comment est-ce que vous expliquez cette percée assez marquée du Front National ? Je crois que c'est le résultat d'évolutions économiques et sociologiques que nous observons depuis longtemps. Ce qui est en train de se passer, c'est quand vous avez à la fois un chômage qui augmente massivement, des désertifications de certaines régions liées à l'effondrement du patrimoine industriel. Vous avez des régions comme par exemple la Picardie qui n'ont plus d'activité économique et industrielle, qui ont disparu depuis longtemps, et vous avez un chapelet de petites villes qui perdent progressivement leur substance. Vous voulez dire que c'est inéluctable finalement, cette montée des extrêmes ? Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a une transformation économique, une transformation de la géographie économique qui a un impact sociologique marqué, et tout ce qu'on peut dire, c'est que les politiques qu'on a menées jusqu'à présent, notamment en matière d'emploi, de formation, de qualification, n'ont pas réussi à endiguer ce phénomène du chômage. Et paradoxalement, le fait que nous ayons un filet protecteur très important fait que le malheur n'est pas aussi grand qu'on pourrait l'avoir dans un pays qui connaît un tel effondrement industriel, mais à l'inverse, il y a tout un ressentiment qui se développe, notamment par rapport à ceux qui, arrivés les derniers, donnent l'impression de profiter des largesses du système. Donc, quand vous êtes vous-même en situation de décrochage économique et personnel, qu'en même temps vous avez l'impression que l'État ne vous protège pas et qu'au contraire les derniers arrivants sont les mieux servis, ce qui est faux bien entendu, eh bien tout ceci crée un complexe qui, notamment chez les jeunes, nourrit un sentiment d'abandon et de ressentiment. Ce qui est étonnant, c'était en effet ce vote des jeunes pour le Front National qui, historiquement, c'était plutôt... les jeunes ne votaient pas spécialement pour les femmes. Donc vous estimez que c'est un vote de contestation, comme ça a pu être le cas par le passé, ou là, au contraire, on est vraiment dans une donne totalement différente? Je crois bien sûr que c'est un vote de contestation, parce que je suis absolument persuadé que personne ne connaît le véritable programme économique ou même le véritable programme politique du Front National. Qui a essayé de réfléchir à la liaison qu'il y a entre la sortie de l'euro, ce qu'ils appellent le protectionnisme intelligent, des mesures sociales. Là, je parle de la dimension économique. Des mesures sociales qui consistent à revenir à l'ancien système de la retraite à 60 ans, de la montée continue des charges des entreprises sans voir quel est l'impact et sur l'activité économique et sur l'emploi. Personne n'a réfléchi au programme économique. Ce programme économique a évolué beaucoup depuis dans les dernières années. Il a beaucoup évolué. Il est très contesté. Certains le disent irrationnel, irresponsable, d'autres rétrograde. Vous estimez que ces critiques sont fondées, est-ce qu'il est crédible ce programme économique? Non, il n'y a pas dessous de crédibilité, parce que c'est un mélange d'économie fermée et de continuation, de préservation du système social français tel qu'il est, avec même une couche supplémentaire d'assurance et de redistribution. Comment vous faites? Ça ne tient pas la route. Si à la fois vous perdez vos positions à l'extérieur, si en même temps la dynamique économique intérieure n'est plus porteuse parce que vous n'êtes plus capable d'assurer les distributions de revenus qui soutiennent l'activité, et qu'en même temps, vous allez augmenter les charges des entreprises, donc dégrader encore davantage leur compétitivité, comment vous bouclez le système? Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je pense que c'est davantage un vote protestataire. Alors c'est un vote protestataire qui grossit à la mesure des non-réponses qui sont apportées. Mais il y a aussi peut-être une donne émotionnelle avec les attentats qu'il y a eu. Alors ça, je ne parlais que de la dimension économique. Alors bien entendu, la dimension politique que vous évoquez est encore plus importante, parce que avec les attentats, avec les phénomènes migratoires non maîtrisés, avec ces chaos urbains qui s'installent dans les régions de Calais et ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui peuvent dire, mais au fond, le Front National avait attiré le problème sur ces problèmes depuis très longtemps, et les gouvernements de gauche et de droite n'ont pas été capables de résoudre le problème. Donc, l'articulation de problèmes économiques, sociologiques, politiques et à la limite identitaire fait le cocktail qui nourrit le vote Front National. Si ça passait, parce que là on voit quand même ce parti quand même qui monte depuis des années, qui prend quand même beaucoup d'ampleur maintenant dans le paysage français, pardon. Si ça passait, ce serait la fin de l'Europe, parce que là du coup, ce serait si on en croit leur programme, ils veulent sortir donc de la zone euro. Ça serait le paysage européen tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait plus le même. Mais bien entendu, à partir du moment où l'Europe éclate, à partir du moment où c'est la fin de l'euro, une chose est sûre,
c'est qu'on entrera dans une période de chaos économique très marquée. Parce que l'Europe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est d'abord des chaînes de production qui se sont redéfinies au niveau européen, donc avec une segmentation des chaînes de valeur. Si vous introduisez des barrières et des frontières et des taxes et des contingentements partout, c'est tout le système productif qui est désorganisé. C'est ensuite une monnaie unique et c'est surtout une pyramide de contrats. Tout le monde est lié par des contrats en euros. Vous imaginez le jour où l'euro disparaît, tous ces contrats qu'il va falloir défaire, renégocier, et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une concurrence des monnaies, des nouvelles monnaies, avec des dévaluations en cascade, donc des dynamiques inflationnistes non maîtrisées. Est-ce que les gens pensent que le modèle social sera préservé dans ce cas-là? Certainement pas, parce que ça sera la course à l'échalote, ça sera la course vers le bas. Donc c'est une catastrophe économique. Je ne suis pas en train de dire que l'euro a été une superbe réussite. Mais en tout cas, ce que je sais de manière certaine, c'est que le démantèlement de l'euro, ça sera tout à fait dramatique. On revient maintenant sur le chômage. On a en effet une progression du chômage depuis des décennies. Récemment encore, les derniers chiffres ont montré une poursuite de la hausse du chômage. François Hollande, donc le président de la République, a fondé finalement son deuxième mandat sur cette baisse du chômage. Vous pensez que la tendance peut s'inverser? Écoutez, il y a une double dynamique qu'il faut garder présente à l'esprit. La première dynamique, c'est la dynamique de la croissance. Ce qu'on remarque, c'est qu'au cours des 12 derniers mois, on a fait 1% de croissance. Sur les 12 mois d'avant, on avait fait 0%. Et sur les 12 mois qui viennent, le consensus se balade entre 1,3 et 1,6%. Donc c'est mieux. Bah oui, la situation économique est en train de s'améliorer, clairement. On voit qu'au niveau européen, les perspectives de croissance pour l'année prochaine, c'est 1,9%. Donc on est sur une trajectoire de reprise. Ça, c'est la première dynamique. La deuxième dynamique est celle de l'emploi. Pour passer de l'une à l'autre, il y a 2 ou 3 facteurs à avoir présents à l'esprit. Le premier, c'est que mécaniquement, quand vous avez une forte croissance, vous avez plus d'emplois et donc le chômage doit baisser, premièrement. Mais deuxièmement, le monde des entreprises ne fonctionne pas comme ça. Parce que dans les périodes où l'activité économique s'effondre, l'adaptation de l'emploi n'est pas immédiate. Les entreprises gardent un volant d'emploi. Et le volant d'emploi, de suremploi, ne diminue que progressivement. Puis troisièmement, il y a le facteur emplois sociaux. C'est-à-dire le fait que l'État porte à bout de bras toute une série d'emplois par le biais de mécanismes budgétaires. Donc, le résultat final, quand vous regardez le niveau du chômage, il peut être trompeur parce que vous pouvez avoir une augmentation du chômage à un moment où l'activité économique repart. En plus, quand vous regardez le dernier chiffre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez plus de gens qui s'inscrivent à l'Agence pour l'emploi, justement parce que les perspectives de retour à l'emploi sont là. Donc, ma conviction, c'est que si le scénario sur lequel on travaille, d'une certaine reprise de la consommation, d'une amélioration des comptes extérieurs, d'une petite reprise de l'investissement, vous voyez, je ne suis pas follement ambitieux, si tout ceci se réalise, il n'y a pas de raison que la situation ne s'améliore pas. Qu'est-ce que vous en pensez, pour terminer, du projet de loi Macron Noé? Parce qu'on a en effet en France un vivier de start-up, d'entrepreneurs. Il se passe beaucoup de choses dans cette révolution numérique, digitale. Vous estimez que cette loi donc Noé va dans le bon sens, qu'on donne les moyens à ces jeunes entrepreneurs de devenir des futurs leaders? Le paysage économique français est assez déroutant parce que d'un côté, on a tout un système réglementaire, fiscal et social qui pèse lourdement sur les entreprises. Avec le titre de l'OCDE, on a vu qu'on était les champions des prélèvements. Mais en même temps, à force d'exonération et de niche dans certains secteurs, on est en train de créer un écosystème de l'innovation. Le crédit d'impôt recherche qui marche très bien, son extension, les mesures qui sont prises en faveur des startups, le programme numérique, la libéralisation de certains marchés font que progressivement, la France devient une terre accueillante pour les startups, pour l'économie numérique. Alors, malgré la fiscalité? Malgré la fiscalité, justement à cause de régimes dérogatoires. C'est ça le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'on continue à avoir un système très pénalisant, mais par le système de niche, on ouvre des possibilités. Alors bien entendu, à terme, si on veut consolider ça, il faudra réformer le système fiscal et il faudra notamment réformer la taxation des revenus du capital, de l'épargne, qui aujourd'hui sont particulièrement lourds en France et constituent clairement un handicap pour l'investissement et l'innovation. Emmanuel Macron est assez décrié quand même. Il y a des détracteurs qui ne sont pas forcément pour les projets qu'il met en avant. Vous estimez qu'il va avoir les moyens au sein du gouvernement de mettre en place ces projets?
Je pense qu'il a une première qualité, c'est qu'il connaît le monde, il connaît l'économie internationale, il sait ce que sont les contraintes du système. 2, il a la volonté de faire quelque chose. Alors maintenant, est-ce qu'il peut aller très loin? On voit bien que les contraintes du système sont considérables, que les blocages politiques sont considérables, que les blocages des groupes organisés sont considérables. Regardez, il avance très très peu sur la libéralisation du marché du travail, sur le marché des biens et des services, mais il ne faut pas le décourager, il est entreprenant, il faut l'encourager. Merci beaucoup Élie Cohen, donc économiste et directeur de recherche au CNRS. Merci. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.